Agnès, j'ai 34 ans, je suis maman d'un petit garçon et je suis responsable du développement chez Doctolib. Donc je m'occupe de tous les nouveaux projets de croissance et l'ouverture de nouveaux pays pour Doctolib. Construire, j'adore construire les choses. Après la nature, je dirais. J'aime beaucoup être dehors, la nature, je passe beaucoup de temps dehors pour me ressourcer. Et enfin, je dirais peut-être rire, je me prends pas au sérieux, j'aime bien passer des bons moments et rigoler. Alors Doctolib, c'est d'abord 3500 Doctolibeurs sur 3 pays, donc en France, en Allemagne et en Italie. Cette année, en 2023, on va fêter nos 10 ans et on a 2 missions. La première, c'est d'améliorer le quotidien des soignants et la deuxième, c'est d'améliorer la santé de tous. Alors, mon rapport au risque, j'aime bien le risque quand même. On va dire que j'aime être en dehors de ma zone de confort, mais je pense qu'il faut toujours avoir un peu de bienveillance aussi dans l'environnement. Et en fait, moi, mon approche, c'est que quand j'ai peur de quelque chose, je me dis toujours, pense à juste la prochaine étape, donc le prochain pas. Si tu sais que tu vas pouvoir y arriver et que c'est pareil pour chacun des petits pas, en fait, tu vas arriver en haut. Je pratique pas mal les sports de montagne, etc. Et ça m'arrive, quand je suis sur un passage un peu dur, sur un glacier ou quelque chose comme ça, de me dire... Je sais pas comment je vais arriver là-haut, mais par contre, je regarde devant moi, je me dis, bon, celui-là, est-ce que je sais le faire? Oui, c'est bon. Et puis, en fait, on se rend compte que petit pas par petit pas, on arrive à appréhender le risque. Et donc, du coup, donc voilà. Après, il faut toujours être conscient du risque et calculer pour pas prendre des risques inconsidérés. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment cette méthode de décomposer la difficulté qui me permet de mieux gérer le risque. Alors ça va faire bientôt 10 ans que j'ai rejoint Doctolib. Et donc en fait, quand j'ai rejoint Doctolib, il y avait une dizaine de personnes, c'est le tout début de l'aventure. Et j'avais un poste qu'on appelait de Head of Growth. Donc en fait, c'est un poste de couteau suisse. C'est-à-dire que tout ce qui n'était pas de la vente, de la technique ou du service client, c'était moi. Donc j'ai fait beaucoup de choses différentes et j'ai contribué au cours des années en fait, à la croissance de Doctolib sous plusieurs angles. Le premier, c'est l'angle humain. Donc j'ai été directrice des ressources humaines de 10 à 1000 personnes. Donc je pense que j'ai recruté les 100 premiers Doctolibeurs. Et ensuite, j'ai construit des équipes autour du recrutement d'abord, qui était très important pour notre croissance. Ensuite, bien sûr, du développement des compétences. On a beaucoup travaillé la culture, etc. Le deuxième angle où j'ai contribué, c'est aussi le développement international. J'ai ouvert Doctolib d'abord en Allemagne, puis en Italie. On a ouvert 2-0 Doctolib dans ces 2 pays voisins européens. Je me suis occupée à chaque fois, bien sûr, de construire l'équipe, qui est toujours la dimension la plus importante, mais aussi de penser toute l'adaptation de la stratégie locale en rencontrant les professionnels de santé, les patients de chaque pays, et en construisant tout ce qui allait permettre de faire de Doctolib un succès à l'étranger. Et aujourd'hui, donc, je chapeaute tous les projets de croissance aussi en France sur la diversification de notre offre pour les professionnels de santé, pour les patients et également l'ouverture de nouveaux pays. Ça fait à peu près 9 ans, donc je pense que j'ai fait 1000 autres choses. Je ne vais pas tout vous résumer ici, mais ce qui est clair, c'est que je suis toujours un peu en dehors de ma zone de confort, en train d'apprendre. Par exemple, récemment, j'ai eu la chance d'avoir la responsabilité de toutes les affaires publiques, les relations avec le gouvernement, les institutions, donc c'est des sujets passionnants. C'est vrai que c'est une chance de pouvoir toujours apprendre et trouver de nouveaux sujets chez Doctolib et j'aime bien toujours être sur des nouveaux projets en dehors de ma zone de confort et ça se passe bien quand on a la bienveillance et la confiance de l'équipe dirigeante, ce qui est la chance que j'ai. Ce qui est important pour moi, c'est l'impact de la solution, etc. Et donc, comme ma maman était pédiatre et je connaissais les galères quotidiennes des médecins, en fait, quand on m'a proposé de rejoindre Doctolib, j'ai demandé à aller voir un médecin à qui on présentait Doctolib pour voir sa réaction et m'assurer qu'en fait, les médecins étaient vraiment convaincus de la solution et que ça allait leur changer la vie. Et après, la deuxième chose, c'est aussi l'équipe. Donc, j'ai fait un peu une petite due diligence sur Stan, le fondateur, mais aussi les quelques personnes qui étaient dans l'équipe à ce moment-là. Et on m'avait dit, tu vas beaucoup travailler, mais ça va être incroyable et tu vas beaucoup apprendre. Et je pense qu'on ne s'était pas trompé. Donc vraiment, ce qui a été important pour moi, c'est d'abord l'impact de ce qu'on fait sur le quotidien des gens, sur des choses simples que sont aller chez le médecin ou la gestion quotidienne d'un cabinet. Et aussi l'équipe qui, pour moi, est vraiment ce qui motive au quotidien. Parce que la mission, c'est ce qui motive au long terme, mais le quotidien, pourquoi on se lève le matin, c'est aussi les gens avec qui on travaille. Le secret de l'hypercroissance, c'est que de même que Rome ne s'est pas faite en un jour, je pense que Doctolib, la plus grande licorne française, ne s'est pas faite en un jour non plus. Donc je dirais qu'il y a 2 aspects qui sont très importants quand on est dans ces phases de scale. Le premier, c'est vraiment le fait que c'est la constance de l'effort.
C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas des super-héros, donc on fait comme tout le monde des petits pas. On se trompe, des pas en arrière, etc. Mais par contre, il faut en faire tous les jours. Donc si le lundi on a amélioré quelque chose, faut pas se dire je suis tranquille pour la semaine, le mardi, mercredi et jusqu'au vendredi. Et donc en fait c'est vraiment pour moi cette culture de l'amélioration continue de mettre en place, c'est-à-dire que dès qu'on met en place quelque chose, il faut toujours essayer de l'améliorer. Par exemple, moi je m'occupais pendant longtemps des Doctolib Academy qui sont nos programmes d'accueil des nouveaux arrivants. Et chaque mois en fait j'améliorais la Doctolib Academy pour que chaque mois elle soit meilleure que celle d'après. Il n'y a pas une édition qui n'a pas été un peu peaufinée par rapport à la précédente. Ça c'est la première chose. La constance dans l'effort, le fait de faire chaque jour des petits pas, d'apprendre. Et la deuxième dimension, pour moi, qui est vraiment importante aussi, c'est la capacité à se projeter sur la croissance. Je vous donne un exemple concret. Moi, au tout début, je m'occupais de la facturation des médecins. Et donc, j'avais les commerciaux qui prenaient une petite table, qui s'asseyaient en face de moi et qui m'apportaient leur pile de contrats papier. Et donc, ça me prenait une demi-journée. Puis à un moment, je me suis dit, bon, très bien, on en a 100. Après, je devais aller dans le système bancaire, rentrer les RIB un par un. Puis je me suis dit, là, je vais en avoir 1000 dans 6 mois. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pris mes projections et je me suis dit, comment je fais pour concevoir un système qui va tenir pour les 3 prochaines années jusqu'à 3000 ou 4000? Pour moi, c'est vraiment ça, dans le scale, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit x10. C'est-à-dire, dès qu'on fait quelque chose, on regarde, on ne le fait pas pour remplir les besoins actuels, mais on regarde les projections, on se dit, OK, dans 2 ans, 3 ans ou X mois, où est-ce que j'en serai? Et on conçoit les choses pour qu'elles accompagnent la croissance. Ça se fait sur tout. Enfin, sur les moindres petits aspects qui peuvent paraître les plus simples et les plus banals. Et en fait, si on a cet état d'esprit et cette capacité en fait à en permanence se projeter, ça permet d'avoir une boîte qui grandit et qui, au fur et à mesure, elle grandit, devient de plus en plus organisée, structurée. Et donc, en fait, de grandir dans le calme. Parce que sinon, on serait tout le temps dans une espèce de grande précipitation. Alors, le recrutement, comment on fait pour bien recruter avec la croissance? Je suis heureuse d'avoir passé autant de temps à recruter. Je pense que j'ai participé à plus de 1000 processus de recrutement chez Doctolib. Parce que pour moi, c'est un art dans lequel on n'a jamais on cesse jamais d'apprendre. C'est-à-dire que plus je recrute, plus je suis consciente de la difficulté de l'exercice et des limites avec l'expérience. Je dois dire que moi, ce qui me sauve et ce qui me permet de m'assurer sur le fait que plus je recrute, plus aussi on limite la capacité, enfin les erreurs, mais aussi on maximise les succès, les belles histoires, etc. C'est vraiment la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, même si ça peut paraître être un peu une science molle, le recrutement, il y a vraiment une méthode pour définir le besoin, évaluer un candidat, en neutralisant tous les biais inconscients qu'on peut avoir sur le parcours d'une personne, sa manière de s'exprimer, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui demande beaucoup d'investissement et de méthode, de discipline. Et je pense que c'est pour moi la clé pour apprendre à bien recruter, c'est d'avoir une méthode et de travailler cette méthode, de l'approfondir. On ne sera jamais sûr et c'est aussi ça qui fait l'intérêt et c'est pour ça que je dis que c'est plus un art pour moi de bien recruter. C'est la richesse aussi de l'humain. En ce qui concerne les qualités pour être C-level ou enfin pour prendre des postes de direction, moi pendant les 5-6 premières années de ma carrière chez Doctolib, j'étais vraiment une fonceuse, j'étais à fond dans l'exécution, donc ça m'a énormément appris sur des qualités opérationnelles, aussi sur la priorisation, l'exécution, la gestion d'équipe, etc. Mais en fait, au-delà d'un certain stade, quand on a des responsabilités et aussi des personnes seniors autour de soi qui sont capables de bien faire les choses, etc. Quand on veut passer ce qu'on appelle nous un peu du director level au C-level, où c'est vraiment un rôle plus de leadership, la différence ne se fait pas par l'excellence dans le métier, parce que ça, de toute façon, c'est un acquis. Mais ce qui fait la différence pour moi, c'est l'humain, cette capacité à comprendre les enjeux humains et à emmener les gens là où on veut. Là-dessus, moi, ça s'est pas fait tout seul, hein. C'est-à-dire que j'ai été coachée au début. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ces aspects-là, comme beaucoup de gens. Je pense que j'ai beaucoup appris et je remercie les gens qui bossaient avec moi à ce moment-là parce que c'était peut-être pas toujours facile. J'ai été coachée à avoir un peu des nouvelles lunettes sur une situation qui sont les lunettes de la psychologie de la personne en face, de comprendre l'attitude d'une personne, comprendre les difficultés d'une négociation, etc. Et en fait, c'est vraiment tous ces aspects psychologiques, humains et aussi de développement des personnes autour de soi, de coaching, qui pour moi font la différence après. Parce qu'en fait, les sujets, on les maîtrise et de toute façon, on est entouré de personnes qui maîtrisent leurs sujets. Et après, en fait, c'est vraiment une question de maturité humaine, dans les relations humaines, d'être capable, pour moi, de progresser. Et donc, c'est ce qu'on appelle plus communément les soft skills, pour moi, qui font la différence derrière entre un très bon leader opérationnel et vraiment une personne qui est capable de diriger à plus haut niveau.
Le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet très intéressant, c'est un sujet qui revient souvent dans les sujets de leadership féminin, même si c'est pas du tout un syndrome dont seules les femmes sont victimes. Je l'ai particulièrement vécu quand je rentrais de congé mat. Je pense que beaucoup de femmes le vivent à ce moment-là, parce que clairement, je me sentais plus du tout intellectuellement apte et puis j'avais plus l'impression d'être dans le coup du tout. Et on se dit, mais pourquoi je suis là? Pourquoi les gens me demandent de prendre toutes ces décisions? Enfin, vraiment, ça me paraissait assez lunaire. Et en fait, ça m'a vraiment aidé de le vivre pour me rendre compte de comment aider les gens qui sont dans cette situation-là et éviter qu'on s'y retrouve aussi. Et pour moi, en fait, la clé pour un manager, un leader là-dessus, c'est de jamais, en fait, déstabiliser les gens sur pourquoi ils sont là, pourquoi c'est eux, pourquoi on leur fait confiance. Et en fait, moi, je suis vraiment opposée à toutes les techniques managériales qui consistent à mettre les gens dans des situations d'insécurité. Parce qu'en fait, les gens, pour donner le meilleur d'eux-mêmes, ont besoin d'être en sécurité. Et si on regarde la pyramide de Maslow, la sécurité, c'est vraiment le besoin le plus fondamental. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et après, bon, bien sûr, on peut faire plein d'autres choses, mais vraiment donner cette sécurité et cette bienveillance, ça permet aux personnes qui pourraient être victimes du syndrome de l'imposteur de rapidement se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas des imposteurs et qu'ils ne sont pas là par hasard. L'état des lieux que je fais aujourd'hui du leadership au féminin dans la French Tech, malheureusement, il n'est pas très joyeux. C'est-à-dire que ça me rend un peu triste parce que je me dis qu'en fait, ça fait 10 ans qu'il y a un très bel écosystème tech qui se construit en France. On était plus jeunes, on partait d'une feuille blanche. Et on aurait pu se dire qu'on aurait fait mieux que nos aînés qui étaient dans un contexte différent sur la situation de la femme, etc., qui sont par exemple aujourd'hui les boîtes du CAC 40. Et en fait non, en fait on n'est pas meilleur, pas moins bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a que 10 à 12% je crois des femmes qui sont fondatrices parmi les boîtes de la French Tech et dans l'écosystème. Et il y a aussi une sous-représentation très claire des femmes dans les postes de direction. C'est pas mieux, pas moins bien, et c'est dommage parce qu'on avait peut-être l'opportunité de faire mieux. Comme je suis un peu triste en fait de ce constat, je me soigne en essayant de faire des choses et d'agir, mais c'est pas facile et donc on va voir ce que ça donne. Alors, en ce qui concerne les freins au leadership féminin, peut-être là, en témoignage personnel, c'est que moi, je pense que j'ai une chance énorme, c'est que les 5-6 premières années de ma vie professionnelle, je voyais aucune barrière. Donc j'ai eu une chance d'être dans un environnement bienveillant, je voyais vraiment pas le problème, les limites, etc. Et j'ai eu une chance de grandir, de m'épanouir avec vraiment très peu de barrières. Je voyais pas pourquoi on disait il fallait que ça soit ça pour les femmes, ça soit différent, etc. Avec la maturité, le recul, et quand j'ai essayé de prendre un point de vue différent sur la situation, justement de prendre du recul, de se dire mais quels sont les chiffres, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes dans le leadership, etc. Et donc de prendre un point de vue un peu surplombant sur la situation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait plein. Et donc maintenant, il n'y a pas un jour sans que je devienne plus, on va dire, avertie sur ces problèmes de biais inconscient, autocensure des femmes, rupture de parcours dans les carrières féminines. Il y a la maternité, mais aussi d'autres épisodes de vie qui peuvent faire que les femmes progressent quasiment, souvent même plus vite que les hommes dans leur carrière. En revanche, elles ont des points de rupture, ce qui fait que quand on en est à des carrières un peu plus longues de 10-20 ans, on voit la différence sur le point d'arrivée et c'est ça qui crée en fait ces inégalités au niveau du leadership. Je suis assez humble sur les solutions parce que donc là, il y a un peu plus d'un an chez Doctolib, on a créé une initiative en interne pour promouvoir le leadership féminin. On est passé par une grande phase d'abord de diagnostic, d'essayer de comprendre quels étaient les freins. On a la chance d'avoir un groupe d'une dizaine de femmes très seniors qui sont aussi actives et un peu plus de 100 aussi promoteurs en interne qui accompagnent l'initiative. Et donc on a essayé de prioriser les sujets. Donc aujourd'hui on fait 3 choses. On fait d'abord un programme de mentoring pour les femmes. Ensuite on fait aussi toute une initiative autour de recrutement et de l'inclusivité du recrutement sur l'évaluation, diminuer les biais inconscients, etc. qui sont en fait des enjeux assez forts. Et la dernière chose, c'est qu'on a tout un travail autour de la maternité pour accompagner les femmes et les managers aussi des femmes avant et après la maternité pour éviter justement ces ruptures de carrière et aussi faire que les femmes vivent au mieux leur maternité en entreprise. Très humblement, je ne peux pas encore dire qu'on a trouvé ni la recette miracle, etc. puisque je pense que c'est un sujet de long terme et qu'on verra les résultats dans 2 ou 3 ans. Mais en tout cas, la dynamique est là et je pense que ce qui est positif avant tout, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de se mobiliser
sensibilisés pour ça et qui voient l'intérêt et pourquoi c'est mieux d'avoir un leadership plus inclusif avec plus de femmes. C'est ma manière de me soigner un peu de ce constat, c'est d'agir et d'essayer de faire bouger les choses sur ce sujet-là. Après, sur la diversité aussi sociale et de parcours, etc. Je pense qu'il y a aussi un souci sur le fait qu'il y ait trop de personnes, surtout dans les équipes dirigeantes issues de grandes écoles, et pas assez issues d'autres types de formations, autodidactes, etc. En tout cas, dans l'entrepreneuriat French Tech, avec des levées de fonds, etc. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'accessibilité de l'entrepreneuriat, où aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent en France. Après, les entreprises dont les fondateurs n'ont pas forcément les mêmes codes, n'accèdent pas forcément au levier de financement et à l'environnement qui fait qu'une entreprise puisse grandir plus vite que les autres. Et donc, je pense qu'il y a aussi un enjeu de diversité à régler à ce niveau-là. Il y a beaucoup de combats de diversité à mener, il me semble, dans la French Tech. Comment j'ai réussi à tenir un tel rythme de croissance effréné pendant les 10 dernières années? C'est une recette assez simple en fait, c'est juste en organisant son temps, quelque chose que tout le monde fait, hein, mais en le faisant beaucoup et en investissant chaque semaine dessus, donc mettre des barrières très claires entre le privé et le pro. Et après, je pense que c'est vraiment important de désacraliser en fait qu'est-ce que c'est que des postes exécutifs en scale-up, etc. En fait, on n'est pas des super-héros, hein. Y a beaucoup de gens qui ont appris comme ça, qui font des erreurs, etc. Et en fait, ce qui compte, c'est d'avoir cette éthique personnelle, de chaque jour se remettre en cause, chaque jour progresser. Et en fait, c'est possible de faire de grandes choses, entre guillemets, c'est-à-dire des boîtes qui sont des vrais succès économiques, des vrais succès sur l'impact qu'ils ont sur la société, sans en fait se compromettre personnellement et en maintenant un bon équilibre personnel, professionnel, tout en gardant cette exigence. Par contre, ça demande évidemment beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et de travail. Pour moi, le succès, c'est l'impact qu'on a sur le quotidien des autres et sur la société. Et à cet égard, avec Doctolib, sachant que j'arrive à améliorer le quotidien de médecins comme l'était ma mère dans son cabinet ou de patients qui galèrent pour trouver des rendez-vous médicaux. Je sais qu'on l'a fait en France, mais aussi en Allemagne, en Italie. C'est ce qui me motive au quotidien et ce que je considère comme un vrai succès. Donc avoir un impact positif, même sur des petites choses, pour la société. Et la deuxième chose, pour moi, c'est aussi la qualité des relations humaines. Il y a beaucoup d'études qui disent que le fait d'avoir des relations humaines de qualité autour de soi, c'est un des déterminants du bonheur. Et pour moi, c'est aussi ça le succès, c'est d'être capable de réussir à transformer la société avec un impact positif, mais tout en le faisant avec des relations harmonieuses avec son entourage. Voilà.